Une classe, ça n'est pas simplement la juxtaposition d'élèves posés les uns à côté des autres. Une classe, c'est un espace où tous les enfants, avec leur trajectoire singulière, sont appelés ensemble à partager les mêmes savoirs. Et déjà, il y a là quelque chose qui est au cœur de l'alchimie de la classe. Chacun est singulier, chacun arrive de quelque part avec sa personnalité, et ce sont les mêmes savoirs qui vont être partagés. Et ce partage, il est incarné par quelqu'un, l'enseignante ou l'enseignant, qui appelle chacun des élèves et qui lui dit ou lui laisse entendre à chaque instant, ce savoir est fait pour toi et nous allons pouvoir le partager. Alors bien sûr, cette classe, à certains moments, il faudra qu'elle devienne un groupe soudé. Et pour devenir un groupe soudé, on va développer dans cette classe des pratiques de coopération. Alors la coopération, pour être très simple, peut prendre 4 formes. La première forme, la plus élémentaire, mais qu'on néglige trop souvent, c'est l'entraide. L'entraide entre élèves. Quand un élève a compris quelque chose, qu'il l'explique à celui qui n'a pas tout à fait compris. Parce que non seulement il fera progresser celui qui n'a pas tout à fait compris, et à qui il va dire des choses d'une autre manière que le professeur, mais lui-même, il va progresser aussi parce que l'autre, d'une certaine manière, va l'obliger à reformuler, à réexplorer et à mieux comprendre ce qu'il savait déjà. Donc développons toutes les formes d'entraide. Développons les formes d'entraide qui permettent d'échanger les savoirs, d'échanger les connaissances entre élèves. Et cherchons des connaissances parfois un peu originales, un peu particulières, qui vont permettre à des élèves qui sont un peu timides, un peu réservés, un peu à l'écart, d'avoir aussi quelque chose à partager, à dire, à faire connaître et comprendre à ses camarades. Développons l'entraide, c'est le b.a.-ba, mais c'est fondamental et faisons-le systématiquement. La deuxième forme de coopération, c'est la confrontation. Permettre aux élèves de se confronter entre eux, pacifiquement, et là il faut que l'enseignant soit attentif à cela, pacifiquement à partir d'une question, d'un problème, d'une énigme, d'une recherche à faire, et on leur demande de donner leur point de vue. Alors on sait bien que ces points de vue ne vont pas toujours être identiques, et c'est à partir de là que va se mettre en place ce que nous appelons un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire que chaque élève va être interpellé, interrogé par ce que lui dit l'autre. Et ça va lui permettre de réfléchir, d'être déstabilisé. Alors peut-être que le groupe ne parviendra pas à trouver la vérité, la bonne solution. Mais chacun ayant été interrogé, interpellé, va pouvoir ainsi permettre à tous d'accéder à ce savoir par le maître, par le livre, par un document qui va leur être proposé ensuite. Il deviendra plus disponible. La troisième forme de coopération, c'est le puzzle. Alors j'aime bien cette image du puzzle parce qu'elle dit la coopération sous une forme très élaborée. Un puzzle, c'est un ensemble cohérent dans lequel chaque pièce est nécessaire, indispensable à la réalisation du tout. Alors une classe puzzle, c'est une classe dans laquelle on s'organise pour que les élèves aient tous quelque chose à apporter au groupe auquel ils appartiennent. Par exemple, on va mettre les élèves par groupe de 4 et on va leur donner à chacun quelques éléments, une documentation qui va leur permettre d'étudier un segment, un quart de la leçon. Et puis on va les regrouper ensemble ensuite. Ensemble pour qu'ils puissent s'informer réciproquement et chacun ne pourra faire la synthèse du tout que parce qu'il aura écouté les autres. Cette forme de la coopération-là est très forte parce que la réussite de chacun est liée, profondément liée à la réussite de tous, et c'est la réussite de tous qui permet la réussite de chacun. Et ça, c'est très important. Et puis, il y a une quatrième forme de coopération qu'on pourrait appeler la rotation des tâches ou l'expérimentation des tâches. Un pédagogue russe, Makarenko, dans les colonies qu'il avait organisées dans les années 1918-1920, avait inauguré un système qu'il appelait le président d'un jour. Dans les groupes, chaque élève, chaque enfant, chaque adolescent était président du groupe à son tour toute la journée. Et tous les élèves y passaient. Je pense que ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça évite que
chacun s'enquiste dans une position, qu'il y ait d'un côté ceux qui dirigent et de l'autre côté ceux qui obéissent. Ça permet à chacune et à chacun d'explorer tous les rôles possibles. Alors on va dire la présidence, on va dire le secrétariat, on va dire la fonction documentaire, etc. On va imaginer des rôles et on va s'attacher à ce que ces rôles tournent de façon à ce que chacune et chacun puisse se découvrir, puisse expérimenter de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions et se mettre ainsi au service de tous. Et c'est ainsi que chacun va progresser. C'est ainsi que chacun va progresser, non pas en essayant de devenir meilleur que les autres, mais il va progresser parce que par la coopération, il va devenir meilleur que lui-même. Dès lors qu'une classe est construite comme un véritable collectif, au sein duquel on développe des pratiques de coopération, de l'entraide, des projets communs, des techniques où il y a rotation des tâches, eh bien les élèves petit à petit vont découvrir ce qu'ils sont et ce que sont les autres. Ils vont se découvrir réciproquement comme des sujets. Alors peut-être il faut rester un instant sur ce mot de sujet. Qu'est-ce qu'un sujet ? C'est le contraire d'un objet. Un objet, on peut le casser, on peut l'abîmer. Un sujet, c'est fragile. Gaston Bachelard dit qu'un sujet, c'est comme la flamme d'une chandelle. Et la flamme d'une chandelle, elle se reconfigure à chaque instant. Elle est à chaque instant menacée aussi. Eh bien, il faut que l'élève se découvre comme un sujet, comme une flamme de chandelle qui est lui-même menacé par les autres, bien sûr, mais qui peut aussi menacer les autres. Il faut qu'il découvre qu'un collectif n'est pas une juxtaposition d'objets que l'on peut jeter, que c'est un ensemble de sujets qui se construisent ensemble et qui sont tous éminemment respectables et qu'on doit respecter dans leur humanité. Je pense que rien n'est plus important que la coopération pour lutter contre le harcèlement parce que la coopération va développer l'empathie. L'empathie, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à comprendre que l'autre peut souffrir de ce que je lui dis, que l'autre peut être affecté par ce que je lui fais. C'est la capacité à comprendre que je ne suis pas tout puissant et que je n'ai pas tous les droits. Et je crois que cette capacité-là, elle ne peut se développer que dans un collectif où les personnes travaillent ensemble et non pas les unes contre les autres, et se découvrent ensemble, et j'insiste, dans leur force et dans leur fragilité, que chacun découvre que lui-même et tous les autres, il est à la fois fort et fragile, et qu'il doit être respecté en tant que tel. Il y a un principe éducatif qui a été repéré par John Dewey il y a bien longtemps et qui n'a jamais été démenti. C'est que les élèves ne font jamais ce qu'on leur dit de faire, mais ce que les adultes font entre eux et devant eux. Et je pense qu'il faut avoir ce principe-là très présent à l'esprit. Le témoignage que donnent les adultes de leur vie collective est déterminant pour permettre à des enfants de comprendre ce que c'est qu'un vrai collectif. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lutter pour la coopération entre élèves si on n'est pas aussi dans une posture de travail en équipe. C'est-à-dire dans une posture où on accepte cette idée qu'on n'est pas seul détenteur de la vérité, que la vérité on la construit à plusieurs, qu'on n'est pas dans la certitude individuelle, mais dans un travail pluriel où ensemble on va trouver les meilleures solutions. Si on veut que nos élèves soient effectivement dans une relation sereine et pacifique entre eux, si on veut qu'ils travaillent ensemble, il faut que nous autres enseignants, nous apprenions aussi en permanence à travailler ensemble. Et j'emploie volontairement ce mot « apprendre » parce que je crois que s'il y a quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie, c'est bien le travail en équipe. Travailler en équipe, c'est un apprentissage permanent, c'est difficile, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande aussi un peu de renoncement à son égocentrisme, ça demande d'accepter l'altérité,
ça demande d'accepter qu'on est plus intelligent et plus inventif à plusieurs que tout seul. Eh bien, tout cela s'apprend, cela se travaille. L'autre aspect des relations interpersonnelles qu'il est important d'améliorer, c'est les relations au sein de l'équipe pédagogique. Alors, il y a dans les écoles des personnes de grande qualité. Nous, on rencontre au quotidien des gens qui sont de grands professionnels, qui sont des gens qui aiment leur métier, qui ont l'âme chevillée au corps, qui aiment les jeunes. Pour autant, la juxtaposition de tous ces individus fantastiques ne fait pas une équipe fantastique. Il est important de travailler sur le sens même de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il faut mettre en place des outils et des méthodes particulières. Pour coopérer au sein d'une équipe d'adultes, d'abord, il faut avoir confiance. Il faut savoir qu'on est dans une zone où le collègue ne va pas se moquer de moi, le collègue ne va pas tirer parti de mes erreurs, le collègue ne va pas se hausser à mes dépens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Garantir un climat de confiance au sein de l'équipe, c'est permettre la coopération. C'est la toute première exigence pour permettre la coopération. La deuxième exigence pour permettre la coopération, c'est de savoir qui sont les personnes qui composent l'équipe et de quoi elles ont besoin, comment elles fonctionnent. Certaines personnes sont très extraverties, d'autres sont plus introverties. Certaines personnes aiment le brainstorming, elles aiment lancer des idées, partager avec d'autres les choses qu'elles veulent dire. D'autres ont besoin d'un temps d'introspection avant de pouvoir partager leurs idées et leurs propositions. Certaines personnes parlent facilement de leur vie privée, d'autres pas. La richesse d'une équipe, c'est justement d'être composée de tous ces profils différents. Et donc, il est intéressant de savoir, à l'occasion de jeux coopératifs, simplement qui est la personne avec qui je travaille, qui est mon collègue. La troisième exigence pour coopérer, c'est de savoir quels sont les objectifs que l'on poursuit et quelles sont les méthodes qu'on va mettre en œuvre pour les atteindre. Dans les écoles, on est tous plus ou moins d'accord sur les objectifs qu'on veut atteindre. On veut le bien-être des jeunes, on veut leur transmettre des savoirs, on veut leur permettre de devenir des adultes capables de réfléchir par eux-mêmes, capables de prendre des décisions, capables de s'engager. Mais pour ça, on a tous des méthodes différentes. Certains collègues vont, par exemple, être très stricts sur la matière. Ils vont vouloir que les jeunes puissent bénéficier d'un maximum de savoir. D'autres collègues vont se dire qu'il est plus important que les jeunes soient bien dans leurs chaussures avant de pouvoir accumuler des apprentissages. Les deux méthodes sont bonnes, les deux méthodes sont intéressantes et il est dommage dans les écoles de voir que souvent on les oppose, de voir que souvent des collègues qui sont porteurs de ces méthodes différentes en fait se qualifient de laxistes ou de fascistes ou etc. En réalité, on a besoin de tout ça. On multiplie nos chances par des méthodes différentes en fait. Certains jeunes vont plus adhérer à une méthode qu'à une autre. Et c'est justement la richesse de ces méthodes qui va faire qu'un jeune va bien apprendre et va se sentir bien avec une équipe pédagogique. Il est important aussi de se mettre d'accord sur les valeurs. Quelles sont les valeurs de l'école? Quelles sont les valeurs de l'équipe pédagogique? Il faut pouvoir s'interroger là-dessus. Une autre chose qui est importante pour développer la coopération au sein de l'équipe pédagogique, c'est de créer une culture professionnelle commune. Et ça ne se fait pas de manière magique. Il faut pouvoir travailler sur base d'études de cas, il faut pouvoir travailler sur base de situations très concrètes et que chacun ait l'occasion d'exprimer comment il fait dans telle situation, ou trouver ensemble des bonnes pratiques qu'on peut utiliser dans telle ou telle circonstance. Et ça, il faut prendre du temps. Le temps de la coopération est un temps long, il faut pouvoir travailler tous ensemble sur la matière elle-même, sur le travail avec les jeunes pour faire équipe. Dans les différents travaux de recherche que nous avons sur le travail en équipe des enseignants, que voit-on? On voit que les enseignants travaillent essentiellement en équipe sur des questions de logistique. Ils travaillent pour caler les agendas, pour distribuer des tâches, pour organiser les évaluations, mais ils travaillent extrêmement peu sur leur enseignement. Ils échangent extrêmement peu sur ce qu'ils font dans leur classe. Et ils ont une sorte de pudeur au regard de ce travail sur le contenu même de ce qu'ils disent à leurs élèves. Or, c'est ça qu'il faut travailler en commun. Bien sûr, il faut faire de l'organisation, mais il faut aussi mettre en commun, mais comment tu fais toi pour expliquer ça? Mais comment tu organises la classe? Mais quels exemples tu utilises? Mais comment tu mobilises des élèves quand ils ne sont pas mobilisés sur telle et telle question? Il faut que le travail d'équipe porte sur le contenu même de nos enseignements, parce que c'est ça le cœur
de notre métier et pas simplement sur des questions d'organisation. Quelques outils qui peuvent servir, c'est par exemple déterminer ensemble comment on va partager des informations au sein de l'équipe pédagogique. C'est aussi le fait de pouvoir partager ses supports. Un jeune professeur qui rentre et qui peut bénéficier de l'expertise et des supports de cours d'un professeur plus chevronné, c'est un gain de temps extraordinaire pour lui, mais aussi pour l'école. Le fait aussi de pouvoir avoir des moments pour partager des situations compliquées ou des situations pour lesquelles on n'a pas de solution à titre individuel. Travailler ensemble aussi de manière conjointe, faire des co-interventions entre collègues, tout ça, c'est des choses qui vont permettre la coopération. Pour permettre d'améliorer les relations entre l'équipe pédagogique et les jeunes, il y a des outils simples et qui fonctionnent très bien. Par exemple, apprendre ensemble l'écoute active. Apprendre non seulement à laisser parler l'autre jusqu'au bout, qu'on soit membre de l'équipe pédagogique ou jeune, être capable de reformuler ce que l'autre a dit pour être bien sûr d'avoir compris, mais aussi pour permettre à l'autre d'affiner sa pensée, pour permettre à l'autre de corriger sa pensée et d'aller plus loin dans ce qu'il a envie de dire. Le fait de poser des questions ouvertes, le fait de demander, de ne pas poser des questions fermées qui restreignent le discours et qui orientent le discours de la personne vers ce que nous, on a envie de savoir. Donc, toutes ces techniques d'écoute active, elles sont absolument intéressantes pour développer les bonnes relations entre l'équipe pédagogique et les jeunes. Il y a aussi le développement d'une culture de la médiation. Créer au sein de l'école un groupe de jeunes médiateurs qui va pouvoir travailler la médiation par les pairs et qui va travailler en adéquation avec un groupe d'adultes qui ont aussi été formés à la médiation, c'est quelque chose de très porteur. On apprend à mieux se connaître, on apprend à bien se comprendre, on apprend à gérer des situations de conflit ensemble, et ça, c'est quelque chose de très porteur pour améliorer les relations entre l'équipe pédagogique et les jeunes. Un autre outil pour améliorer les relations entre jeunes et adultes, c'est le renforcement positif. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est le fait de se concentrer sur ce que l'autre fait bien, et de le féliciter et de mettre en lumière toutes les choses qu'il a bien faites plutôt que les choses qu'il a mal faites. Et ça marche très bien et c'est quelque chose de très puissant quand un enseignant, un éducateur utilise cet outil envers un jeune. C'est bien plus fort que la punition, mais c'est aussi très intéressant quand les jeunes peuvent apprendre à renvoyer à l'équipe pédagogique toutes les choses qu'ils apprécient. Dans une relation entre jeunes et adultes, surtout à l'adolescence, on a souvent tendance à s'appesantir sur les choses qui ne vont pas très bien. En réalité, il y a 1000 choses qu'on apprécie, 1000 choses qui vont bien, et il est intéressant de pouvoir apprendre à se les dire. Par exemple, le fait de créer dans les classes des boîtes à merci et à félicitations, dans le processus desquels l'enseignant est parti, bien sûr, l'enseignant peut recevoir ou donner des remerciements et des félicitations, c'est quelque chose d'extrêmement porteur. Toutes ces petites choses, elles vont permettre de développer des relations harmonieuses et la coopération entre membres de l'équipe, entre jeunes et au sein des deux groupes. Et puis il reste un dernier groupe avec lequel il est important d'améliorer les relations, c'est les parents bien sûr. Il est important de pouvoir travailler la coéducation avec les familles des jeunes. Alors la coéducation, c'est un grand mot, mais qui dit simplement une chose, c'est-à-dire que les parents nous considèrent comme des partenaires valables de l'éducation de leurs jeunes et nous les considérons comme des partenaires valables de l'éducation de leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose de très fort aussi. Dans une certaine mesure, l'école, elle s'est construite contre les familles. Dans une certaine mesure, l'école, elle a servi pendant tout un temps à arracher les enfants à la superstition des familles, à l'ignorance des familles et à les guider vers le savoir, les lumières, la réflexion éclairée, la rationalité. À partir des années 60, c'est là que l'école de masse a commencé à réfléchir à la place des parents. Et on s'est rendu compte que une bonne relation entre l'école et les parents, ça diminue la violence au sein de l'école. Une bonne relation entre les parents, entre les familles et l'école, ça permet aux jeunes de ne pas se sentir coupés en deux, de ne pas se sentir en conflit de loyauté entre sa culture familiale et sa culture scolaire. Et c'est un élément très important de pacification et de bien-être au sein des établissements scolaires. Et donc, tout ce qu'on peut mettre en place pour aider les familles à se sentir bien au sein de l'école, pas à se mêler de pédagogie, pas à donner des conseils aux enseignants ou aux éducateurs, mais juste à se sentir bien et à collaborer, à coopérer avec l'école pour que l'enfant se sente bien. En fait, tout ce qu'on va mettre en place, c'est quelque chose qui va diminuer fort la violence et le harcèlement au sein de l'école. Aussi étrange et même scandaleux aux yeux de certains que cela puisse paraître, l'école à bien des égards est faite pour délivrer l'enfant de la famille. Alors, délivrer l'enfant de la famille, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'à l'école, on renie ses parents.
Ça veut dire que l'école est faite pour qu'on élargisse le cercle. Voilà, l'enfant, quand il naît, il vit dans une petite bulle avec ses parents et ses proches. Il va découvrir ensuite la famille élargie. Il va découvrir petit à petit les amis, les voisins. À l'école, cette découverte va s'agrandir. Il va découvrir qu'il y a d'autres enfants qui vivent dans d'autres familles, qui ont d'autres manières de concevoir la vie, qui ont d'autres rituels. Et cette découverte est essentielle parce que c'est la découverte de la société. C'est la découverte de la société, mais cette découverte, il faut savoir qu'elle peut être compliquée et douloureuse pour certains enfants. En particulier, on peut avoir chez certains enfants de véritables conflits de loyauté. Conflits de loyauté entre des familles qui ont des habitudes, des manières de penser, des convictions, et puis l'école qui dit que cela n'est pas bon et qu'il faut avoir d'autres habitudes, d'autres manières de penser, d'autres convictions. C'est compliqué. Alors on peut voir cela sous l'angle de la contradiction, on peut le voir aussi d'une autre manière, et moi j'aime bien le voir de cette manière, qui est la possibilité offerte à l'enfant de construire sa liberté. Parce que, au fond, c'est parce qu'il est d'un côté dans la famille, de notre côté dans l'école, d'un troisième côté dans son club de judo, ou dans la chorale, ou dans l'association humanitaire. C'est parce que l'enfant est au cœur de tout cela qu'il n'appartient réellement à aucun de ces trois univers et qu'il va pouvoir progressivement oser sa propre parole. Donc, soyons relativement sereins par rapport à cela. Essayons d'entendre les différences de culture, non pas comme une lutte à mort pour en imposer une plutôt que l'autre, mais comme une manière d'organiser, alors disons le mot, un écosystème autour de l'enfant et de l'adolescent qui lui permet progressivement de trouver son propre chemin.